Bonjour tout le monde. Donc, je remercie les membres de la STGO pour leur invitation. Et on m'a chargé de vous parler de la maturité et de la maturation finale des ovocytes en fécondation in vitro. Je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêts. Et la maturation finale des ovocytes est le processus par lequel l'ovocyte reprend la méiose pour passer de la métaphase 1 au stade de métaphase 2 de développement, stade auquel il atteint la compétence pour la fécondation par un spermatozoïde, mais aussi la capacité à soutenir le développement de l'embryon jusqu'au stade de blastocyste et à la naissance vivante. Elle est initiée par une exposition de type LH qui induit une chute de l'AMP cyclique intra-ovocyte et est généralement évaluée par la production d'un globule polaire pour signifier un ovocyte mature en métaphase 2. Alors pourquoi a-t-on besoin de faire un déclenchement de la maturation finale des ovocytes en PMA? C'est parce que vous savez que dans tous les protocoles de stimulation actuels, on utilise les progestatifs, les agonistes, les antagonistes pour faire une suppression de la LH. Et donc, il y a une suppression de la LH au cours de la stimulation ovarienne. Or, le déclenchement de la maturation finale des ovocytes nécessite une exposition à une activité LH suffisante pour initier le processus de la maturation finale des ovocytes avant, bien entendu, l'ovulation. Alors, comment déclencher? On déclenche soit par la CG qui a une activité LH-like, puisqu'ils agissent sur les mêmes récepteurs, et le pic de LH va détacher l'ovocyte de la paroi folliculaire, provoque la rupture folliculaire, il permet la reprise de la méiose et le passage de la prophase à la métaphase, permet aussi la luteinisation des cellules de la granulosa et donc maintenir le corps jaune et surtout après la sécrétion de la progestérone. Soit le déclenchement est fait par un agoniste ou par la kispeptine, et tout à l'heure, Mahmoud va certainement parler de ces produits-là. Le déclenchement par agoniste ou par la kispeptine imite les pics endogènes de LH et de FSH du cycle naturel. Et donc, en plus de pic de LH, vous avez un pic de FSH qui augmente l'expression des récepteurs de la LH dans les cellules de la granulosa, favorise la maturation nucléaire et la reprise de la méiose, favorise l'expansion de la masse cellulaire ovocyte cumulus, stimule les activateurs de la plasminogène qui permettent de dissocier l'ovocyte de la paroi folliculaire, maintient les jonctions ouvertes entre l'ovocyte et les cellules de cumulus et ça optimise la fonction du corps jaune. Alors, quels sont les critères de déclenchement de la maturation finale des ovocytes? D'après les guidelines de l'ECHRE de 2020, la décision sur le moment du déclenchement est multifactorielle. Elle doit tenir compte de la taille des follicules, la taille de la cohorte folliculaire, les données hormonales le jour de déclenchement, la durée de la stimulation, les données des cycles antérieurs surtout, les charges émotionnelles et financières pour la femme, les facteurs organisationnels du centre, et donc le plus souvent, la maturation finale des ovocytes est déclenchée sur le critère de la taille des principaux follicules. Alors, concernant la taille folliculaire, avant d'avoir la possibilité de faire la suppression de la LH, c'est-à-dire au début de la fécondation in vitro, on avait peur quand on stimule pour une FIV, on avait la hantise d'une ovulation prématurée pour ne pas aller courir le même jour, le soir, à n'importe quelle heure, faire une célioscopie pour recueillir les ovocytes. Et à ce moment-là, les anciens ont eu l'intuition de déclencher toujours à 17 mm, de ne pas laisser donc, les follicules au-delà de 17 mm. C'était par intuition et par hantise d'aller faire des célioscopies à n'importe quel moment de la journée. Et après,
Donc, on va voir, est-ce que cette intuition des anciens a été donc vérifiée par la suite avec le développement et l'avènement des agonistes et des antagonistes et donc pour les études de la taille folliculaire et du moment précis du déclenchement. Et donc, déjà en 1995, une taille folliculaire supérieure à 16 mm était significativement corrélée avec la fertilisation des ovocytes. Il y avait donc beaucoup d'études qui avaient donc confirmé l'intuition des anciens, à savoir 16 et 17 mm. Et dans cette étude, mais le plus important, c'est de voir quelle est la relation entre la taille et la maturité, et non pas la présence d'un ovocyte. Et dans cette étude de 2022, il avait montré qu'on peut trouver des ovocytes matures entre 12 et 22 mm et que les follicules inférieurs à 12 mm et au-delà de 22 mm ont une probabilité très faible de contenir des ovocytes matures. Mais cette taille optimale des follicules qui contiennent des ovocytes matures varie en fonction des agents de la stimulation ovarienne. C'est ainsi que quand on utilise le clomide et l'HMG, on a des follicules qui sont plus gros. On arrive à 18 à 20 mm. Mais quand on utilise les antagonistes et les agonistes, on a plutôt on déclenche à des tailles plus faibles. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà de 16-17 mm. Mais aussi, cette taille optimale, on avait montré aussi que ça peut varier en fonction des agents de déclenchement et que la taille des follicules de 12 à 19 mm le jour de déclenchement avait la plus grande valeur prédictive pour trouver des ovocytes et trouver des ovocytes matures. Avec l'ACG, on peut trouver des follicules, des ovocytes matures quand on ponctionne des follicules entre 12 et 17 mm. Avec les agonistes, c'est 10 à 14 mm, on peut trouver des ovocytes matures, et la kispeptine, 7 à 18 mm. Ça a une conséquence pratique au moment de la ponction. Souvent, au moment de la ponction folliculaire, on se pose la question, est-ce qu'il faut ponctionner tous les follicules ou certaines tailles uniquement? Et donc, vous voyez que vous pouvez, au moment de la ponction, en fonction de l'agent de déclenchement, vous pouvez donc ponctionner des follicules de différentes tailles. Ce n'est pas la peine de se contenter uniquement des gros follicules pour donc trouver des ovocytes matures. Maintenant, l'apport de l'intelligence artificielle. Maintenant, tout le monde parle de l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle, effectivement, peut nous aider à évaluer la maturité ovocytaire par quantification par intelligence artificielle de biomarqueurs du volume folliculaire. Et dans cette étude récente, vous voyez qu'un volume de 3 cm3 c'est là où il y a plus de chances de trouver des ovocytes matures et avec une précision qui est supérieure à la précision du biologiste en personne. Et donc, le moment optimal pour déclencher, selon cet algorithme de l'intelligence artificielle, serait un follicule d'un volume de 3 cm3. Et donc, on revient maintenant à l'Eschre. Qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est l'association de la taille de follicule comme critère de déclenchement avec le résultat n'a pas été suffisamment étudiée. Et les médecins peuvent choisir au cas par cas la taille du follicule en fonction de laquelle la maturation finale des ovocytes est déclenchée. Et les critères de déclenchement, pour revenir au plus basique, les plus utilisés, c'est au moins 3 follicules supérieurs à 17 mm ou au moins 2 follicules supérieurs ou égaux à 18 mm. Est-ce que le dosage de l'œstradiol peut nous aider à prédire de la maturité ovocytaire? Et là, le groupe qui a rédigé les guidelines de l'Eschre, comme vous le voyez sur cette photo, n'a pas recommandé, ne recommande pas donc le dosage de l'œstradiol ni de la progestérone pour prédire de la maturité. Attention, ce n'est pas pour dire que le dosage de l'œstradiol n'est pas utile pour le monitorage.
pour ne pas prédire la maturité. Ça ne prédit pas la maturité. Ce n'est pas un critère sur lequel vous basez pour prédire, pour choisir le moment optimal de déclenchement. Mais bien entendu, le stradiol, il a d'autres utilités. Quand on le dose, c'est pour éviter les hyperstimulations, pour adapter les protocoles, etc. Alors, et l'intelligence artificielle aussi, elle est là pour nous aider à faire le déclenchement de la maturation finale des ovocytes. Et il y a plusieurs études. Maintenant, plusieurs équipes se dotent d'un algorithme pour se faire aider par l'intelligence artificielle pour choisir le moment optimal de faire le déclenchement. Et on a remarqué qu'il y a une discordance supérieure à 50% entre la décision prise par l'algorithme de l'intelligence artificielle et la décision du clinicien. Et donc, beaucoup maintenant de centres se dotent de l'algorithme pour choisir le moment idéal. Alors, maintenant, comment juger de l'efficacité du déclenchement et de la maturation finale des ovocytes? Parce que finalement, c'est ça le plus important. Le déclenchement est dit optimal. Quand? Lorsque on a un pic optimal d'une activité de LH avec une augmentation subséquente de la progestérone et aboutir à plus de 75% d'ovocytes matures, sans augmenter le risque d'hyperstimulation. Voilà les critères d'un déclenchement réussi. Alors, le dosage, comment donc vérifier que vous avez donc un déclenchement efficace? C'est lorsqu'on peut doser soit la bêta-HCG sérique le jour de la ponction, et ça doit être, comme vous le voyez ici, entre 98 et 16 et 161 unités, donc à peu près avec un cutoff de 40 milliunités par millilitre. Et soit vous faites le dosage de la LH plus la progestérone 12 heures post-déclenchement, et si la LH est supérieure à 15 et la progestérone supérieure à 3, vous savez, là, le déclenchement a été efficace. Mais aussi, le déclenchement, il peut être sous-optimal. Sous-optimal avec un syndrome de follicule vide, le jour de déclenchement, vous n'avez rien. Le jour de la ponction, plutôt, vous n'avez pas d'ovocytes. Et soit un faible taux de recueil ovocytaire inférieur à 50%, soit un faible taux de maturation inférieur à 50%. Alors, que faire quand on a, quelles sont les mesures correctives en cas de syndrome de follicule vide? Le syndrome de follicule vide, c'est lorsqu'il y a absence d'ovocytes au recueil malgré, bien entendu, une réponse adéquate à la stimulation, malgré un oestrogène optimal et malgré une procédure au moment du recueil ovocytaire qui est tout à fait correcte. L'incidence, c'est entre 0,45 à 3,4%. Alors, il y a le véritable syndrome de follicule vide où l'HCG ou la LH post-déclenchement a été optimale, et là, on parle de folliculogénèse dysfonctionnelle, de techniques d'aspiration défectueuses, d'un échec de détachement du complexe de cellules de cumulus de la paroi folliculaire, soit un faux syndrome de follicule vide où l'HCG ou la LH post-déclenchement est faible, et donc c'est un défaut de fabrication des produits de déclenchement, une mauvaise administration du médicament, une faible biodisponibilité de l'agent déclencheur administré. Alors, quelles sont les stratégies thérapeutiques en face d'un syndrome de follicule vide? Il faut d'abord, bien entendu, le jour de la ponction, vérifier le système de recueil ovocytaire, faire un rinçage des follicules, et même, on peut arriver même jusqu'à faire un curetage des follicules pour augmenter donc, le taux de recueil. On fait un double déclenchement par agoniste GnRH à 40 heures et HCG à 36 heures. Et le double déclenchement, comme vous le voyez ici, on peut bien entendu réussir à avoir des ovocytes comme le montre cette étude-là. Soit on peut recourir à la maturation in vitro. Alors, quelles sont les mesures correctives en cas de faible taux de recueil ovocytaire? Quels sont les facteurs prédictifs? Les facteurs prédictifs d'un faible taux de recueil, c'est l'âge de la femme
et surtout le poids de la femme et le dosage de la LH et de la progestérone en post-déclenchement. Et donc ça dépend des différentes situations. Soit vous êtes au début de la stimulation. Avant de commencer votre stimulation, vous essayez d'identifier les femmes qui sont susceptibles de donner un mauvais recueil. Et là, en consultation pré-FIV, donc il faut identifier, surtout faire attention pour les femmes qui ont eu déjà une prise récente ou prolongée de contraceptif oral, ou les femmes maigres ou même obèses. Au début de la stimulation, quand vous avez une LH J2 inférieure à 1 milliunité, là, il faut penser d'emblée à supplémenter en LH votre stimulation. Soit vous êtes le jour de déclenchement. Le jour de déclenchement, il y a un risque donc de réponse sous-optimale. C'est quand la durée de la stimulation a été plus longue que prévu, quand les doses de gonadotrophine étaient élevées et quand vous avez une LH faible, le jour de déclenchement inférieur à 0,5 milliunités, là, il faut faire un double déclenchement et avec donc agoniste plus ACG. Si vous êtes maintenant en post-déclenchement, après le déclenchement, vous pouvez évaluer bien sûr le dosage de la LH à 12 heures post-déclenchement. Si vous avez une LH inférieure à 15, il faut donner une dose d'ACG et recueil donc 36 heures après. Si la LH est supérieure à 15, il faut faire le pick-up comme prévu. Et si vous êtes donc le jour de la ponction, vous n'avez pas prévu tout ça, tout ce qui a précédé, et le jour de la ponction, il faut essayer, si vous avez un faible taux de recueil au premier ovaire, et si vous avez bien vérifié que vous avez bien fait votre ponction et qu'il n'y a rien, il faut arrêter donc la ponction et reprendre la ponction 36 heures après. Maintenant, que faire lorsqu'on a un taux de maturation ovocytaire faible? Faut-il allonger la durée de la stimulation? Les méta-analyses de 2004, aucun avantage. Plus on retarde le déclenchement, plus on a des follicules plus gros, plus la sécrétion de progestérone augmente, ce qui compromet le résultat. Il faut tenir compte du taux de progestérone. Si vous, le jour de mesure du taux de progestérone, si vous avez une progestérone qui est supérieure à 1, ne pas retarder l'administration d'ACG, ne pas retarder le déclenchement. Mais si vous avez une progestérone toujours basse et que et que 30 à 50% des follicules ont un diamètre supérieur à 18 mm, vous pouvez retarder de 24 heures le déclenchement et ça pourrait améliorer le rendement de la maturité ovocytaire. Faut-il procéder à un double ou un déclenchement pour améliorer le taux de maturation ovocytaire? Là, les études montrent que aussi bien toutes ces études montrent que si on fait un double déclenchement, on peut, comme vous le voyez ici, améliorer donc le taux de maturation. Et ce double déclenchement, comme vous le voyez ici, en comparant l'ACG et le double déclenchement, vous voyez que le taux de LH et post-déclenchement avoisine les 46, alors que si vous faites une ACG seule, la LH reste basse, ce qui explique pourquoi le double déclenchement entraîne un pic. Donc, il renforce le pic de la LH et ça explique pourquoi vous avez un meilleur résultat en termes de maturité, comme vous le voyez donc sur cette étude-là, avec un meilleur taux de maturation et meilleure qualité embryonnaire. Faut-il apporter une activité à LH? Au début de la stimulation, si vous avez une LH inférieure à 0,5, il y a un risque d'avoir moins d'ovocytes recueillis et moins d'ovocytes matures. Et là, c'est les femmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avaient pris des contraceptifs oraux ou qui ont eu une désensibilisation avec l'agoniste de manière très profonde. Et là, il faut supplémenter en LH dès le début de la stimulation. Et si le jour de déclenchement, si vous avez une LH inférieure à 15,
il y a moins d'ovocytes, au recueil, moins d'ovocytes matures, et le syndrome de follicule vide, le risque de syndrome de follicule vide est assez présent, et donc dans ces cas-là aussi, il faut faire un double déclenchement. Quel traitement adjuvant pour améliorer la maturité ovocytaire? On a utilisé l'AGH, le coenzyme Q10, la pentoxifilline, le traitement hormonal anti-mullérien, et là, on a nécessité davantage d'études parce que c'est très controversé. L'amive de sauvetage, est-ce qu'on peut faire quand on a un taux de maturation faible, est-ce qu'on peut faire une maturation in vitro de sauvetage? Là, les études sont controversées et il faut clarifier les indications. Mais mais je vous fais part de cette étude qui est parue récemment en octobre, qui va paraître en fertile stérile en octobre 2023, sur le potentiel de développement des ovocytes matures obtenus après donc maturation in vitro des ovocytes immatures au moment après stimulation ovarienne. Et là, c'est une étude de cohorte rétrospective et ils ont mis en maturation in vitro durant 17 à 24 heures 375 métaphase 1 qui ont donné 323 métaphase 2, 540 VG qui ont donné 285 métaphase 2, et ça a montré qu'en termes de taux de blastulation, c'est correct pour les vésicules germinales qui ont atteint le stade de métaphase 2, qui ont été fécondés, ils ont donné un taux de blastulation qui est tout à fait correct par rapport aux métaphases 2, de même que pour les métaphases 1 sauvées par l'amive, et que le taux de ploïdie reste identique. Tout ça pour vous dire qu'on a, au moment, si nos biologistes réussissent à maîtriser la maturation in vitro, ça peut nous sauver la vie puisque nous, on a tous, au moment de la ponction, beaucoup de pertes d'ovocytes immatures. Maintenant, il y a une classification actuelle des anomalies de la maturation ovocytaire qui pourrait peut-être nous aider à une meilleure prise en charge de différents cas de maturation ovocytaire. Alors, il y a les ovocytes dégénérés ou dysmorphiques. C'est dû à des facteurs extra- ou intracytoplasmiques et sont dus généralement à des mutations génétiques. Et la panexine qui est responsable de rétrécissement cytoplasmique et d'un assombrissement des ovocytes. Il y a aussi le phénomène de la nécroptose. La nécroptose, c'est-à-dire vous avez ces ovocytes-là qui sont grisâtres, qui sont friables. Et là, est-ce qu'il y a un traitement pour ces cas-là? Malheureusement, on ne sait pas. Et pour le moment, il n'y a aucun traitement, aucune possibilité de sauver ces ovocytes dégénérés et dysmorphiques. Il y a le syndrome de follicule vide, comme je vous l'ai dit, c'est classé dans le syndrome des ovocytes immatures. Il y a maintenant un syndrome des ovocytes immatures qui donne cette classification d'après cette étude de Artinez et de Dahan de 2020, et c'est la classification qu'on retient aujourd'hui. Alors, le syndrome de follicule vide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la question qui se pose, est-ce que c'est un syndrome ou un follicule réel? Est-ce que c'est un syndrome ou un follicule réellement vide? Et le manque d'ACG au moment du timing, ou un timing insuffisant d'ACG par rapport au recueil ovocytaire, il y a une variabilité intercycle. C'est pour ça que parfois on peut arriver à corriger ce syndrome de follicule vide, comme je l'ai dit tout à l'heure, et arriver à avoir pendant les cycles donc ultérieurs la présence d'ovocytes. Et on a démontré aussi, là aussi, qu'il y a une mutation génétique qui est responsable de tout ça. Et l'amive, si échec des autres traitements, peut ici sauver la mise. Il y a l'insuffisance ovarienne prématurée. Je me suis posé la question pourquoi on place cette catégorie-là dans les ovocytes, dans le syndrome des ovocytes immatures. Parce que malheureusement, ces femmes-là qui représentent une insuffisance ovarienne prématurée présentent
ont un plus de risque de développer des ovocytes, mais des ovocytes immatures. Et il y a des mutations génétiques qui sont responsables de ce phénomène-là. Et là, le traitement, pour le moment, rien. Il y a le syndrome des ovaires résistants. Là aussi, on les classe dans ce syndrome d'ovocytes immatures. Et qu'on appelait la fameuse femme Jones des années de début de la FIV, en 1969, elle appelait ça le syndrome sauvage. Et parce qu'il y a une mutation de la FSH, de récepteur de la FSH, et vous avez une FSH et LH élevée avec une AMH et un compte folliculaire qui sont normaux. Et là, vous connaissez ce syndrome-là, et c'est dû à des mutations génétiques et immunologiques. Et il y a aussi, quand on n'arrive pas à corriger ce syndrome-là par une augmentation de la dose de la FSH et d'un apport de LH, on peut aller, l'AMIV peut sauver la mise dans ces cas-là. Et il y a l'arrêt de maturation ovocytaire proprement dit. Et là, il y a plusieurs types. Il y a le type 1, c'est-à-dire l'arrêt en VG totalement, VG 100%. Type 2, métaphase 1, arrêt en métaphase 1. Type 3, arrêt en métaphase 2, c'est-à-dire en métaphase 2, qui n'évolue pas après donc la fertilisation. Type 4, VG mixte, VG et métaphase 1. Type 5, mixte. Et il y a des non classés. Et ça, c'est dû à des mutations génétiques. Alors, que faire? Parce que ça, c'est la casse-tête. C'est notre casse-tête quand on a des VG à 100%. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, quand on a un arrêt de maturation ovocytaire, actuellement, on peut faire un séquençage génomique. Et s'il y a présence de mutation, c'est le don d'ovocytes. Et s'il y a absence de mutation, on classe les phénotypes et il y a des mesures correctives au moment de la FIV et on a recours au cycle naturel. Alors, quelles sont les mesures correctives? Le protocole antagonise, le dosage de la LH à J2 avec la supplémentation en LH, respecter la taille requise des follicules lors du déclenchement de la maturation finale, le double déclenchement, se baser sur le dosage de la progestérone pour mieux apprécier la durée de la stimulation, les traitements adjuvants, le transfert d'organelles, mais là, c'est encore donc, le transfert de globules polaires, le transfert de cytoplasmique, etc., tout ça, mais c'est des études qui ne sont pas encore validées. Et il y a la MIV avec de sauvetage avec utilisation du létrozole. Et je vous remercie pour votre attention.